Merci beaucoup, Rafef. Merci à vous tous et toutes d'être là. Et merci surtout Madame Zio, Madame Rib et Madame Benjmir de venir participer à cette séance. Alors, je suis désolée d'annoncer que Khawla est malade et qu'elle ne peut pas être là et que c'est vraiment elle qui porte ce séminaire depuis le début et que ce séminaire, à mon avis, est en train aussi de prendre une certaine ampleur parce que moi je trouve qu'il dévoile des profondeurs très intéressantes et je suis très contente de travailler avec elle en tant qu'historienne. Elle est sociologue et moi je suis historienne. Et là vous êtes là pour la 3e séance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une des idées de ce séminaire, c'est comment parler des femmes et des féminismes aujourd'hui, autrement, en Tunisie. Voilà. C'est un peu l'idée, c'était l'idée de départ, comment essayer un peu de mettre ça dans une connaissance sociologique, mais aussi dans une profondeur historique qui permet de trouver des liens et des caractéristiques intéressantes et surtout des points de comparaison avec d'autres féminismes dans le monde, mais surtout les féminismes maghrébins, le féminisme de l'Afrique de l'Ouest, etc., avec toutes les références qu'ils ont, évidemment, nous savons qu'ils sont tous pleins de références. Donc voilà, l'idée c'est comment essayer de mieux comprendre ces acteurs, ces actrices, que peuvent être les femmes quand elles sont féministes mais non militantes, et surtout quand elles sont chercheurs. Alors on a pris l'habitude aussi de beaucoup penser au féminisme, aux femmes et aux féministes par un prisme, il faut toujours penser aux femmes qui ne peuvent pas se défendre, à celles qui le sont. Et du coup on oublie beaucoup, je trouve, énormément celles qui justement souvent sont diplômées, sont universitaires, sont en haut d'une certaine hiérarchie sociale, au haut de cette hiérarchie qui devient un peu honteuse. Il y a une sorte de déficit de connaissances qui, à mon avis, apporterait beaucoup à nos sociétés. Ça, je veux le dire pour essayer de justifier aussi que parler des femmes diplômées, parler des femmes instruites, parler des femmes qui sont en haut de la hiérarchie sociale, c'est aussi un travail de connaissance et un travail scientifique à part entière. Et donc, pour essayer de connaître ces actrices de terrain et cette catégorie un peu de femmes féministes dans leur action, dans leur carrière, dans leur formation, on s'est dit qu'on allait explorer petit à petit et d'une façon un peu méthodique pour voir plus clair les disciplines une à une. Voilà. Donc, vous êtes toutes les trois aujourd'hui représentantes de la discipline juridique, dont on connaît l'importance aussi dans la genèse du féminisme tunisien et dans toute la genèse de la culture politique tunisienne. C'est pas pour mettre le féminisme à part, mais au contraire pour essayer de l'intégrer dans cette culture politique contemporaine. Et donc, voilà, pour nous, s'il s'agit de parler des femmes et des féminismes d'une façon incarnée, vivante, connectée aussi à notre présent, et surtout avec une conscience de l'héritage historique et sociologique dont nous dépendons et avec lequel nous pensons toutes en général. Et donc pour essayer de voir comment est-ce que les pratiques professionnelles, les habitudes aussi de carrière, les représentations à la fois de la discipline mais aussi des usages de la discipline peuvent être imprimés par la condition de femme. Voilà. Et pour nous, c'est une façon peut-être un peu plus, disons, neuve de parler à la fois des générations, parce que ça aussi, ça nous semble important de parler des générations, des catégories sociales, des origines régionales, etc., pour essayer que cette parole de ces Tunisiennes spécifiques, particulières, diplômées, en général enseignantes ou chercheurs, peuvent
peuvent montrer dans leur pratique professionnelle, qui sont l'enseignement et la recherche, surtout dans leur travail de réflexion, ou pédagogique et scientifique, et aussi à travers leurs objets de recherche, qui souvent malaxent des questions importantes sur la condition féminine, sans qu'elles aient toujours l'occasion de le dire explicitement ou de revenir dessus. Donc voilà ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous introduisiez un peu à vos contextes un peu de vie professionnelle, et même depuis que vous étiez étudiante, si vous en avez les éléments, hein, c'est pas les milieux, les ambiances aussi dans lesquelles vous avez évolué, vous avez pensé, vous avez mijoté vos cours, je ne sais pas moi, vos postures professionnelles, vos choix, etc., de femmes et de féministes. Voilà. Et nous allons donc commencer, après avoir fait la première séance du 8 mars entre une littéraire, une historienne et une sociologue, la séance du 23 mai, nous avions à votre place 3 pédopsychiatres, Ahmed Belhaj, Elim Rachem et Fatma Chafi, un peu dans la même configuration, c'est-à-dire il y en a deux qui parlent, puis le troisième qui réagit en écho de la même discipline. Ça aussi c'est une petite cuisine pour le moment qui nous semble peut-être intéressante et qui peut être parlante. Et on voudrait que, voilà, voir un peu sur le terrain de l'action, de vos itinéraires, comment est-ce que, comme actrice et comme témoin, vous avez exercé votre métier de juriste, de prof, de chercheur, etc. Et comment vous voyez l'interprétation de la condition féminine et l'exercice de votre métier. Voilà. Et on va commencer peut-être par Madame Kaltoum Mouzine. Vous êtes professeure et vous êtes la première doyenne de la faculté de droit. Et ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle on vous a choisi. On vous a dit que vous voulez aussi parler des générations. Et pour nous, c'est très important d'entendre aussi toutes ces expériences de la part de personnalités aussi qui ont pu aussi avoir des choix, et puis des milieux et des ambiances un peu spécifiques. Alors vous êtes la fille d'Ahmed Dori, c'est un personnage très connu, moins connu que Tahar Hadid, son ami, mais quand même, il est quand même connu dans les milieux scientifiques, et on se dit aussi peut-être que cette filiation est très importante aussi, mais c'est pas de vos choix, etc. Et peut-être aussi du choix du droit, je n'en sais rien, etc. Donc vous avez obtenu votre licence de droit en 1968 et un DES en droit privé en 1970, et puis un diplôme en sciences criminelles. Ça semble être de notre âge, mais voilà, peut-être que vous allez nous expliquer toutes ces choses-là. Votre thèse, c'est une thèse sur les relations en droit international privé entre les systèmes tunisiens et français, et justement ça portait sur le cas de divorce des couples mixtes. Ça aussi, c'était pour moi, en tout cas en tant qu'historienne, c'est un sujet très daté, en tout cas qui est bien spécifique d'un certain contexte. Et puis vous êtes auteur de nombreuses publications qui portent sur les discriminations et les inégalités, le féminisme et l'islam dans la réforme du code du statut personnel, le travail des femmes dans l'entreprise, éthique et pratique. C'est un travail qui a été édité au Maroc, c'est ça, en 1991. La communauté des biens entre époux, et là aussi c'est un sujet extrêmement intéressant sur le plan juridique. Et le sous-titre c'est « De la modernité par le droit », un article de 2001 en hommage à Mohamed Chafi. Et puis peut-être je citerai le dernier parce que je ne peux pas tout citer, l'égalité successorale entre hommes et femmes, que vous avez publié en 2007. Et je sais aussi, parce qu'on a un peu cherché à synthétiser, mais que votre dernière conférence de 2019, en tout cas une de celles, s'intitule « Le renforcement de l'égalité de genre ». Et du coup, on voit apparaître le mot assez tardivement chez une juriste, le mot « genre » chez une juriste, qui est un mot en général de sociologue, égalité dans l'héritage, dans le droit national et comparé. Voilà, vous avez compris un peu quel était notre prisme d'entrée, c'est-à-dire essayer de voir un peu comment est-ce que, à partir de la discipline juridique,
vous avez fait votre formation et votre carrière et tous vos choix de travail. Voilà, vous avez la parole, la question, pour une vingtaine de minutes. Merci, Normal. À vrai dire, en lisant l'argumentaire, je ne savais pas exactement ce que l'on me demande. C'est un exercice un peu singulier. Finalement, il faut parler de soi, il faut parler de ses écrits, ce qui n'est pas toujours évident et qui n'est pas toujours facile. L'argumentaire du séminaire m'a cependant interpellée concernant mon propre parcours. Féministe, je le suis, en ce sens que je suis pour l'égalité de tous les êtres humains et le refus des discriminations et des rapports de domination. À la fin de mes études secondaires et avant l'obtention du bac, je savais que je voulais faire des études juridiques. C'était pour moi une évidence. Ce qui m'intéressait déjà particulièrement, c'était le droit de la famille. J'étais déjà sensible à la composante droit musulman dans le droit de la famille. J'étais sensible aux questions d'égalité, ce à quoi j'ai certainement été influencée précisément par mon père, qui était lui-même juriste, magistrat, et surtout un féministe convaincu, qui a insufflé à tous ses proches cette sensibilité à la cause des femmes. Féministe, certes, mais militante féministe, cela reste à discuter. Normalement, avec les convictions qui sont les miennes, j'aurais dû m'engager dans un militantisme féministe actif. Cela n'a pas été le cas. Je ne fais pas partie et je n'ai pas fait partie d'aucune association féministe. En revanche, chaque fois que j'ai été sollicitée par des amis, à l'Association tunisienne des femmes démocrates, au Crédit ou autres, j'ai très volontiers accepté de participer à certains travaux lorsque cela m'a été possible. Le lien entre ma vie professionnelle, mes convictions féministes et mes écrits est certain, il est patent. Mais si le lien est certain, le plus souvent, on ne peut pas dire, tel que cela est énoncé dans l'argumentaire, qu'il s'agit là, je cite, de publications réalisées dans l'optique d'apporter un regard nouveau et d'enrichir des raisonnements féministes par des sujets et approches nourries d'un point de vue féminin. Fin de citation. Pour les juristes, il est commun de raisonner en termes de justice, d'égalité, de droits de l'homme. On peut dès lors, me semble-t-il, s'interroger sur ce qui sépare une enseignante chercheur juriste et une militante féministe. Dénoncer des injustices, des atteintes aux droits humains et à la dignité de la personne, réclamer une égalité, relève-t-il de la recherche ou du militantisme? Je n'ai pas de réponse claire. Toujours est-il que si militantisme il y a, le militantisme ne pouvait emprunter chez moi qu'une voie bien étroite et probablement pas toujours audible, celle des écrits académiques et des activités qui leur sont connexes. Ce sont donc ces deux points que je vais développer. D'une part, mes écrits, si vous voulez, et ensuite, quelles sont les autres activités en dehors de ces écrits. Comme le droit était pour moi une évidence, le droit privé l'était également. Le droit privé comprend de nombreuses matières. J'ai enseigné le droit civil, les contrats spéciaux, l'arbitrage commercial interne et international, le droit de la consommation, mais j'ai peu écrit en la matière. Un mémoire en criminologie sur les infractions en matière de stupéfiants, un article sur l'agriculture, un commentaire d'arrêt en matière contractuelle, quelques articles en matière d'arbitrage, mais sans plus. La majorité de mes écrits concernent le droit de la famille envisagé sous toutes ses formes. Le droit interne,
mais également le droit comparé et le droit international privé. Le droit interne. Concernant les champs d'études et terrains choisis, m'ont particulièrement intéressé l'évolution du droit de la famille en général et le droit des successions. Il s'agit d'une part d'appeler à la vigilance et d'affirmer d'autre part la nécessaire évolution vers l'égalité. S'intéresser au droit de la famille, c'est nécessairement réfléchir sur les liens entre le droit musulman et le droit positif. C'est la question centrale qui conditionne toute l'évolution, et en particulier la place de la femme au sein de la famille. Le législateur tunisien, comme vous le savez, a toujours été sensible au statut des femmes. Il entreprend très tôt la modernisation de la famille. Le Code du statut personnel consacre dans des textes le passage de la famille élargie, traditionnelle, à la famille conjugale. Cette restructuration de la famille se fait à travers la reconnaissance des droits des femmes. L'égalité de l'homme et de la femme devient un objectif à atteindre et la tendance vers l'égalité une constante de l'évolution législative. Tendance confirmée lors des nombreuses réformes qui ont affecté la matière. Mais passé l'euphorie du changement et avec le temps, le Code révèle ses faiblesses. De nombreuses maladresses quant à l'agencement des différentes parties, de nombreuses lacunes, mais surtout une ambiguïté congénitale. Encensé pour les réformes apportées, le Code emprunte par ailleurs de très nombreuses solutions au droit musulman, solutions qui demeurent encore en place de nos jours. Cette démarche, la dualité normative, permettait de légitimer le changement et permettait de présenter le Code comme un modèle d'adaptation du droit musulman aux réalités du moment. Une heureuse conjonction, dit un auteur, entre l'héritage musulman et les impératifs de la modernité. Le problème n'est pas tant le contenu de ces règles désuètes, archaïques, que l'on retrouve dans le Code. Ces règles, comme l'empêchement à mariage en raison de l'allaitement ou en raison du triple divorce, ont peu l'occasion de s'appliquer. Le problème est que l'existence de ces règles va permettre à certains de soutenir une interprétation traditionnelle de l'ensemble du Code. Certes, l'action conjuguée du législateur, du discours politique, des enseignements dispensés à l'université, le travail de la société civile pour la défense des droits fondamentaux, toute cette action a permis d'imprégner le Code du statut personnel, parfois laconique et parfois ambigu, des valeurs de liberté et d'égalité. Mais le verre est dans le fruit. Ainsi, après la Révolution, le référent religieux devient omniprésent dans le discours politique. Et cela ne manque pas d'avoir des répercussions sur les pratiques judiciaires. Dans le Code, il y a des ambiguïtés, des silences, des notions variables qui ne prennent corps qu'avec l'apport du juge et son interprétation. En disant le droit, le juge ne peut s'abstraire de son environnement, du contexte social et idéologique, du lieu et du moment. L'air du temps et le politiquement correct peuvent amener le juge, face au choix désormais clairement réouvert entre un référentiel libéral et un référentiel traditionnel, à opter pour ce dernier. Ainsi, dans les premières années qui ont suivi la Révolution,
Après les élections d'octobre 2011, il a été jugé que l'intérêt de l'enfant n'est pas d'être adopté. Il a été de nouveau jugé que le mariage de la musulmane avec un non-musulman est nul. Ces exemples révèlent que le même code, sans changement aucun, le droit tunisien de la famille, immergé dans un contexte social différent, peut recevoir une autre interprétation. Il convient donc d'être particulièrement vigilant. S'agissant des successions, nous avons fait paraître, mon collègue Abdelzane et moi, un petit ouvrage intitulé « L'égalité entre hommes et femmes en droit successoral », ceci en 2006. Il s'agit pour une fois, sans contexte, d'un acte militant, d'un plaidoyer pour l'égalité. Délibérément, nous avons choisi de ne pas nous appesantir sur le droit musulman. Nous étions conscients que, quels que soient les arguments développés, la réponse serait que l'on n'y connaissait rien et que seuls les spécialistes du droit musulman avaient voix de chapitre. C'est donc sur un autre plan que nous nous sommes placés. C'est sur celui de la cohérence du système juridique. Le droit des successions, comme vous le savez, est fondé sur un principe agmatique reproduisant un système patriarcal qui, aujourd'hui, n'est plus en phase avec le reste du droit de la famille qui évolue progressivement vers une famille rétrécie, conjugale. Donc il y a ce déséquilibre entre les deux qui fait qu'aujourd'hui, le droit, pris globalement, le droit de la famille ne présente pas de cohérence. Je me suis également intéressée aux petits-enfants en droit successoral, où là, exactement, il existe des inégalités au détriment des filles, mais également aux enfants, garçons et filles, d'une fille. Donc les petits-enfants, lorsqu'ils sont nés d'un fils et lorsqu'ils sont nés d'une fille, ne sont pas traités de la même façon, même s'il s'agit de garçons. Enfin, je me suis intéressée dans un autre article intitulé « Approche iconoclaste du droit des successions ». J'ai essayé de démontrer dans cet article que l'intangibilité, la soi-disant intangibilité du droit des successions est un mythe et que le législateur tunisien avait déjà, par l'adoption du RAD, tel que technique de droit, mécanisme de droit musulman, tel que prévu dans l'article 143 bis alinéa 2 du Code du statut personnel, ce mécanisme a totalement bouleversé la matière et que donc, en fait, on parle d'intangibilité du droit musulman, comme quoi on ne peut pas toucher ces règles, mais en fait, dans le fond, tout a été changé. Donc ceci pour ce qui concerne le droit interne. S'agissant du droit comparé, la comparaison des droits est toujours bénéfique parce qu'elle est source d'interrogation et de réflexion. Elle permet l'ouverture sur les autres et permet de porter un regard différent sur son propre système juridique. L'approche comparative avec les législations algériennes et marocaines montre bien entendu que c'est la même problématique que l'on retrouve dans les trois législations, les rapports avec le droit musulman, les avancées en matière d'égalité, le jtihad, les résistances. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas des législations inspirées du droit musulman, la comparaison des différentes législations s'avère particulièrement précieuse. Elle permet en effet d'entrer dans la logique de chaque système, de chaque législateur, de suivre son raisonnement et dès lors, l'effort créateur qui a été déployé par un législateur peut être mis à profit par les autres et peut être une source d'évolution pour tous lorsqu'on est mu par la même dynamique. Et on s'aperçoit, lorsqu'on fait cette comparaison, que le droit tunisien,
qui est le plus souvent à l'avant-garde, peut également s'inspirer des autres législations parce qu'il y a aussi des solutions dans les autres législations qui sont en avance par rapport au droit tunisien. Ainsi, au Maroc et en Algérie, cela fait déjà plusieurs années que la notion mari chef de famille n'existe plus. Le droit marocain, par ailleurs, reprend et martèle à plusieurs reprises que toute filiation établie à l'égard du père produit tous les effets d'une filiation légitime. Nous savons qu'en droit tunisien, alors que le législateur est muet, le juge ne reconnaît pas la vocation successorale entre l'enfant naturel et son père. On retrouve également en matière successorale quelques avancées. Ainsi, dans le droit marocain, le legs fait au profit d'un héritier et le legs supérieur au tiers ce legs est valide s'ils ont été acceptés par les héritiers du vivant du testateur lors de sa dernière maladie ou à sa demande. On peut revenir ensuite sur la discussion pour expliquer un peu mieux. En droit algérien, on trouve également quelque chose qui n'existe pas en droit tunisien. On trouve une autre catégorie d'héritiers. En droit tunisien, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les agnas, les héritiers aras, et les héritiers fab. À côté de ces deux catégories d'héritiers, on trouve en droit algérien les zawil arham. Or, qu'est-ce que c'est que les zawil arham? Ce sont des héritiers par des femmes, mais qui ne sont pas énumérés parmi les héritiers fab, de sorte que cela permet, dans certains cas, à des parents par les femmes d'intervenir. Dans peu de cas, mais cela peut intervenir. Ces ahram ne sont pas connus du rite malékite, le rite prédominant dans les trois pays du Maghreb, mais ils sont connus par les autres rites. Et le fait de puiser une autre solution dans un rite, ça fait partie de l'orthodoxie musulmane. Troisième point, toujours dans le droit de la famille, c'est le droit international privé. Le droit international privé régit les relations dans lesquelles existe ce qu'on appelle un élément d'extramité, c'est-à-dire un élément étranger, en matière de relations familiales, puisque c'est de celle-là que nous parlons. Il s'agit de savoir, entre autres questions, quel droit appliquer lorsque les Tunisiens, par exemple, sont installés à l'étranger, ou lorsque des étrangers sont installés en Tunisie, ou lorsqu'il s'agit d'une relation mixte entre un mariage entre deux personnes de nationalités différentes. Alors, lorsqu'on fait du droit international privé, on s'aperçoit que les problèmes sont différents selon qu'on parle de relations entre le système juridique tunisien et les systèmes des pays occidentaux et les relations entre le système juridique tunisien et les systèmes des pays arabes et musulmans. En fait, mes plus gros écrits concernent le droit international privé, puisque ma thèse est une thèse donc, sur le divorce de couples mixtes franco-tunisiens, et que par ailleurs j'ai fait un cours à l'Académie de droit international de La Haye, qui est consacré aux migrations et relations familiales. S'agissant des femmes et de leur situation dans ces relations internationales, on peut, en schématisant, dire que les problèmes avec les pays occidentaux se situent essentiellement en matière de regroupement familial. Donc il y a des problèmes qui se posent lorsqu'il s'agit de regroupement familial. Le problème étant plus aigu avec les pays qui admettent la polygamie, parce que quand je parle de migration et relations familiales, il ne s'agit pas uniquement des relations de la Tunisie avec, c'est d'une façon générale, les relations, disons, pour schématiser, les relations des pays du Maghreb avec les pays occidentaux.
S'agissant du droit tunisien et de ses rapports avec les pays musulmans, la question est ici pour le droit tunisien de défendre les Tunisiennes qui se trouvent parfois impliquées dans une relation polygamique et celles qui ont à faire face à une répudiation. Peut-être que Monia nous en parlera. Alors voici à peu près ce qui m'a intéressé, si vous voulez, mes écrits en matière de droit de la famille et qui touchent par définition et par nature donc au droit de la femme. Concernant les autres activités, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'activité militante et je suis depuis déjà pas mal d'années éloignée de l'enseignement et des facultés. Je ne sais pas, en tout cas, je pense que oui, il y a des choses qui se font dans des facultés de droit, mais je n'en ai pas connaissance. Je ne sais pas s'il y a des enseignements spécifiques consacrés au féminisme dans les facultés de droit, mais également dans les facultés de lettres et de sciences humaines. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a 15 ou 20 ans à peu près, il y avait un DES d'études féminines pluridisciplinaires qui avait été monté et dirigé par Madame Fatma Haddad. J'y avais enseigné le droit durant 2 années. Il a fonctionné en fait pendant 3 ou 4 ans, puis il s'est arrêté. Les étudiants, en réalité, c'était une majorité d'étudiantes, venaient d'horizons très divers et par conséquent, tous les enseignements étaient par définition superficiels, puisqu'on s'adressait à des gens qui étaient sociologues, psychologues, historiens, etc. Donc c'était un peu superficiel et donc ne permettait pas une bonne formation. Ce que j'ai eu ensuite comme autre activité, c'est que j'ai fait partie de commission de réforme du Code du statut personnel en 1981 et en 1993. J'ai également fait partie de la commission d'élaboration du Code de droit international privé. J'ai fait partie du Conseil économique et social où j'ai eu précisément concernant j'ai eu à critiquer la loi sur la communauté des biens entre époux, que j'estime assez mal faite. Sinon, par-ci par-là, j'ai eu quelques petits articles sur des quotidiens, en particulier un article pour défendre l'adoption qui était à un moment donné menacée, ceci avant, je parle d'avant la Révolution. Après la Révolution, j'ai fait un article un 13 août, je ne sais plus lequel, consacré bien entendu à l'égalité, et j'ai fait aussi un article consacré au mariage coutumier, parce que vous savez qu'à un moment donné, c'est devenu quelque chose d'assez, malheureusement, d'assez courant. Vous parlez de mariage arabe et de mariage coutumier. Sinon, j'ai eu à collaborer, disons, j'ai été 2 fois convoquée par la Covid pour donner mon avis sur un certain nombre de questions, et j'ai été aussi invitée par les services de la présidence de la République à donner mon avis sur le projet de loi en matière de succession. Voilà à peu près ce que j'ai à vous dire, et évidemment je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir donné autant d'éléments. Moi je pense qu'on va
qu'on va, voilà, on va creuser ça avec vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants sur le plan historique qui sont, à mon avis, très édifiants et qui montrent aussi un peu comment est-ce que, justement, la notion d'engagement, elle n'est pas seulement sur le terrain de la militance, au sens commun du terme. Et c'est un peu ça notre travail, c'est-à-dire c'est une façon aussi de montrer. En fait, on est, je ne veux pas avancer sur la discussion, on en parlera tout à l'heure, mais les féministes, c'est comme le nationalisme, on croit qu'il est fait d'une seule pièce et d'une seule nature. Et merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné autant de pistes. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à toi, Moni, on va te donner la parole. Alors, je m'aperçois, parce que je rentre un peu dans le sujet, que tu es de la même spécialité que Madame Zim, puisque tu es prof de droit, du droit international et privé et droit de la famille. Excuse-moi, c'est des choses qui sont un peu étrangères. Alors, toi, je connais beaucoup mieux ton travail, parce que sur les violences sexistes, sur les femmes, parce que voilà, et puis surtout sur tous les travaux sur les références à la charia en jurisprudence tunisienne, parce que je les ai aussi consultés en tant qu'historienne, que ça m'a beaucoup servi aussi pour comprendre l'état des choses. Et surtout, tu as travaillé aussi sur l'impact de la constitutionnalisation des droits, sur l'évolution des codes du statut personnel. C'est des choses qui m'est arrivé de lire donc, dans le monde arabe. Et aussi dans la justice traditionnelle, qui est quand même quelque chose d'un intérêt qui date de ces 10 ou 12 dernières années. Alors, tu as aussi été membre de la commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme en 2011, et puis tu as présidé entre 2016 et 2018 un moment extrêmement, à mon avis, important, riche, et riche pour la Tunisie surtout, l'association tunisienne des femmes démocrates. C'était en tout cas pendant la période où tu étais en poste et dirigeais cette association phare quand même, hein, il faut le dire. Il y a eu à la fois la loi de 2016, il y a eu sur la traite des filles, tu me corriges si je me trompe, il y a eu la loi aussi intégrale sur la violence à l'égard des femmes de juillet 2017, et puis surtout le décret de 2018 qui en principe devrait réformer le code du statut personnel. Je dis en principe parce que tout ça est encore dans les limbes, mais en tout cas, bon, ce sont des textes qui existent, et voilà, et tu étais là, et je pense que tu étais aussi dans l'office et la préparation, et on sait que tout ça est extrêmement important. En tout cas, il n'y a pas que les historiens qui le savent, tout le monde sait que les gens qui font les textes sont des gens qu'il faut pister, créer prêts. Et c'est pas les textes qu'on nous-mêmes ne veut pas lire, ne suffisent pas à lire les choses. Voilà, toutes les choses que tu as faites et pour lesquelles voilà, nous te demandons d'apporter peut-être des éléments d'information dans le cadre de ce séminaire. Moi, je trouve que ce sont des balises. Ça, c'est les balises qu'on voit. Mais nous, on te demande d'aller justement un peu dans le back-office, si tu veux. Ok, merci. Je n'ai pas cité tes travaux pour ne pas être trop long, mais voilà. Bon. Féministe et juriste, je suis féministe, je vais dire, depuis toujours. En tout cas, depuis adolescente, et je suis venue au féminisme beaucoup par mes lectures. Parce que j'avais lu Simone de Beauvoir à l'époque. Plus tard, j'ai lu Nawel Saadaoui. J'ai été confrontée à l'injustice à l'égard des femmes très tôt, et aux violences également très tôt, et c'est ça qui a motivé le choix de faire des études de droit. J'ai intégré le club Tahar Haded en 1980. J'étais alors en maîtrise de droit privé. Je terminais ma maîtrise en droit privé. Le club Tahar Haded, on va dire, c'est la naissance du mouvement féministe tunisien post-indépendance. Le club Tahar Haded était constitué de femmes qui étaient pour la plupart de la mouvance de la gauche, venaient soit du syndicat ouvrier de l'UGTT, soit venaient de l'UGET,
du syndicat étudiant et j'en faisais partie. Il y avait également des femmes membres de partis politiques, notamment qui avaient été surtout dans le parti communiste. Et elles avaient créé Tahar al-Habib un petit peu avant, en 1980, moi je l'ai intégré quelques années plus tard, parce qu'elles avaient besoin de prendre la parole, parce que leur parole dans les syndicats, dans les partis politiques était totalement confisquée. Donc j'ai fait mes premiers pas de militante féministe dans le club de Tahar al-Habib. Peu de temps après, j'ai fait mon mémoire de master, mais dans lequel je n'avais pas du tout intégré la question féministe, pardon, dont on parlait encore très peu à l'époque dans les facultés de droit. J'avais alors traité de l'investissement agricole. Quelle année le mémoire en 87, non, un peu plus tôt. Oui, 86, 87, dans ces eaux-là. En fait, ce n'est que dans ma thèse, qui est une thèse de droit international privé, un petit peu technique puisqu'elle porte sur l'ordre public international, l'ordre public dans les relations familiales internationales. C'est dans ma thèse que j'ai abordé en partie la question et de la discrimination entre les sexes, mais également de la discrimination religieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, les deux questions ont toujours été liées. J'ai toujours pensé, et je le pense encore, que les femmes dans nos contrées sont perçues comme des citoyennes de seconde zone, un petit peu comme les non-musulmans. J'ai traité de ces deux questions, et notamment de la question de la liberté religieuse dans ma thèse, et Mme Kafouzi, d'ailleurs, était membre de mon jury. Ensuite, dans la plupart de mes travaux et mes enseignements qui ont porté notamment sur le droit familial, j'ai systématiquement abordé la question de l'égalité entre les hommes et les femmes et la question de la nécessaire réforme du Code du statut personnel en relation avec l'article 1er de la Constitution de 1959, puis l'article 1er de la Constitution de 2014. Comme l'a dit Kelfoun il y a un moment, le CSP, le Code du statut personnel, c'est le seul code, c'est le seul code qui est encore aujourd'hui interprété par référence à la charia. Ce qui n'est pas un hasard, c'est une manière de maintenir les femmes dans leur position, de maintenir la domination masculine, on peut dire plus clairement. Alors cette recherche, je l'ai étendue au droit comparé, au droit des pays arabes, dans le cours que j'ai donné à l'Académie internationale de droit constitutionnel, intitulé, tu l'as cité tout à l'heure, Constitutionnalisation du droit et mutation du statut personnel, où je démontrais que la codification du statut personnel a, dans tous les pays arabes, permis l'évolution du statut des femmes dans la famille, de même que l'unification des statuts des citoyens de confessions différentes, qui se fait dans les autres pays arabes de manière progressive, et notamment en Égypte, grâce notamment à la Cour constitutionnelle égyptienne. En même temps, j'avais arrêté un moment pour ma carrière parce que j'ai eu un enfant aussi. J'ai arrêté un moment le militantisme, le temps que je termine ma thèse et que je fasse grandir un petit peu mon enfant. Puis j'ai repris en 2004. J'ai repris en 2004 mon engagement dans la société civile féministe et plus précisément
à l'association tunisienne des femmes démocrates. Et en tant que juriste dans l'association, j'ai aidé à l'élaboration de plaidoyers pour une réforme du droit qui soit égalitaire, et notamment notamment dans le code du statut personnel, parce qu'aujourd'hui, le code du statut personnel, c'est le code qui est le plus discriminatoire à l'égard des femmes. Cette participation en tant que juriste dans la société civile féministe s'est en particulier faite lors de la Révolution, où nous avions à la TFD, juste après l'élection de l'Assemblée nationale constituante, nous avions créé, il me semble que c'était en février 2012, une Assemblée nationale constituante fictive, où on avait invité des féministes d'autres pays arabes. Et au cours de cette Assemblée nationale constituante fictive, on avait invité d'ailleurs la vice-présidente de l'ANC, j'ai oublié son nom, au cours de cette Assemblée nationale constituante fictive, nous avons établi la Constitution aux yeux des femmes. Nous avons par la suite distribué cette Constitution à tous les constituants et constituantes. Elle comprenait toutes nos revendications pour une Constitution égalitaire. Et puis par la suite, tout au long des travaux de l'ANC, on a fait du lobbying auprès des constituants, pour que ces revendications soient constitutionnalisées. Et on a eu en grande partie gain de cause. On a obtenu le SMIC. On a obtenu le SMIC dans la Constitution. Tu en parlais tout à l'heure, il y a eu également la création de la commission d'investigation sur les abus qui avaient été commis pendant la Révolution, qui était une des 3 commissions qui avait été créée avec la commission présidée par Riyad El-Rachoul de réforme politique, la commission présidée par de lutte contre la corruption, et donc moi j'étais dans celle qui était présidée par Boudabella, et ça a été une expérience très riche, un petit peu douloureuse aussi, parce que nous avons rencontré les familles des martyrs de la Révolution, nous avons rencontré aussi les familles des blessés, nous avons essayé avec le peu de moyens que nous avions de les aider. Et puis ce qui était également très dur et en même temps intéressant, c'est que nous avons fait le tour des prisons tunisiennes. J'ai fait le tour avec la commission de pratiquement toutes les prisons de la Tunisie, sauf la prison des femmes. Allez. Parce que je n'étais pas disponible le jour où il serait arrivé. Ça me rassure. Non, j'étais pas disponible. Et ça a été le choc de ma vie parce que c'est véritablement le Moyen-Âge. Quand les personnes entrent en prison, elles perdent leur humanité, elles perdent leur dignité. Je pense que vous avez vu, parce qu'il y a eu après des documentaires, des gens qui sont entassés les uns sur les autres, la saleté, les cafards, il n'y a pas de cantine, ils mangent dans la salle. Il y a une telle surpopulation qu'en fait on n'arrive pas à séparer les jeunes des moins jeunes, les crimes de sang de ceux qui ont fumé un joint. C'est d'une cruauté insupportable.
véritablement insupportable. Ça m'a profondément bouleversée. Alors par la suite, une fois la Constitution promulguée, à l'Association tunisienne des femmes démocrates, comme nous avions obtenu dans la Constitution que l'État prenne les mesures nécessaires pour mettre fin aux violences contre les femmes, nous nous sommes mobilisés pour la promulgation d'une loi intégrale d'élimination des violences contre les femmes. L'Association tunisienne des femmes démocrates est la première association en Tunisie à avoir créé en 1993 un centre d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences. Et en même temps donc, nous nous mobilisions pour cette loi, on a fait un petit peu le ménage chez nous et ça a été l'occasion de regarder nos archives, d'archiver tous les dossiers que nous avons eus depuis 1993 à la TFD. Et c'est un document qui est sorti, me semble-t-il, en 2017 ou 2018, qui s'intitule « Un regard sur le passé pour un avenir sans violence ». Nous avons également créé une coalition qui a regroupé plus de 50 associations pour l'adoption d'une loi intégrale contre les violences à l'égard des femmes. Et puis, en même temps, un premier groupe d'experts a été créé pour rédiger la loi contre les violences. Ce groupe d'experts était dirigé par l'universitaire et la féministe Saleh Ben-Achour. Et nous avions rejoint le groupe avec Madame Kalfoum. Moi, j'avais travaillé sur le volet pénal. Les dates? Comment? Quelles sont les dates? Alors, on a commencé à travailler tout de suite après la promulgation de la Constitution en 2015. En 2015, on avait, le temps était très serré parce qu'on voulait qu'on remette un projet très rapidement et nous avons été très ambitieux. Il y avait quelques musiques, il y avait moi, il y avait Monia Qal, il y avait Wahid Chichi, il y avait Dola Mahfouz, et il y avait Salma Hajet, qui est ça. On a été très ambitieuse parce qu'on est parti du principe que la cause des violences étant la discrimination à l'égard des femmes, on a commencé à réformer tous les textes discriminatoires. Kalfoum s'est occupée du code du statut personnel, elle a fait un projet de réforme égalitaire du code du statut personnel. Nous avons travaillé sur... moi j'ai travaillé avec Monia Qali sur le droit pénal et nous nous sommes dit dans le droit pénal il ne faut incriminer que les violences, c'est-à-dire, et notamment pour les violences sexuelles, que les relations sexuelles non consenties. Et donc tout ce qui était relations sexuelles consenties entre adultes, et notamment l'article 230, on a abrogé l'article 230 qui incrimine l'homosexualité. On a fait des propositions aussi dans le Code du travail pour augmenter le congé de maternité qui est très court actuellement en Tunisie, qui est de 2 mois dans la fonction publique et 1 mois dans la fonction privée. Et bien entendu, nos propositions n'ont pas été retenues. On a été attaqué par notamment le ministère des Affaires religieuses qui nous a dit mais vous n'avez
pas le droit de toucher au code du statut personnel, la question de la dot, la question de l'héritage. Il y a des textes clairs dans le Coran, vous ne pouvez pas y toucher. On a aussi proposé de dépénaliser l'adultère. On nous a accusés de vouloir encourager les relations hors mariage. En tout cas, on a eu un volet de critiques et bien entendu, ça n'a pas été adopté. Après, on a discuté avec les différents ministères, les bailleurs de fonds aussi, parce qu'il y avait un financement d'organismes internationaux. Et de toutes les manières, pour nous, l'important, c'est que cette loi aboutisse. Et donc, on a accepté. On a accepté que tout ce qui n'était pas en lien direct avec les violences, donc réforme du code du statut personnel, réforme du congé de maternité, réforme de l'adultère, réforme de l'incrimination de l'homosexualité. On a accepté que ça disparaisse du projet. Et donc, on a nommé un deuxième groupe d'experts qui avait été constitué par Yossara Klaus et Anwar Nasri, juge tribunal administratif, et dont la fonction était d'élaguer tout ce qui n'était pas en lien direct avec les violences. Mais l'architecture de ce qu'on avait proposé est restée, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général les 4P, c'est-à-dire le volet prévention, le volet protection, prise en charge des victimes, et le volet poursuite et répression. Une fois le projet de loi adopté, déposé au Parlement, nous avons, avec les autres militants et militantes de la société civile, réunis, comme je vous l'ai dit, dans une coalition, on a fait véritablement le siège du Parlement. On était pratiquement tous les jours au Parlement. Quelle année? C'était un petit peu avant que la loi a été adoptée en 2017. Juillet 2017. Et on était depuis 2016, fin 2016, jusqu'à juillet 2017, on était au Parlement, pratiquement tous les jours. Et on a été au Parlement jusqu'à la dernière minute. On s'est battu jusqu'à la dernière minute pour que... à la dernière minute, il y a eu le débat sur l'article 227 bis du code pénal, cet article qui permet à l'agresseur au violeur d'une jeune femme âgée entre 13 et 20 ans d'échapper aux poursuites pour s'il l'épousait, s'il acceptait de l'épouser. Et jusqu'à la dernière minute, il y avait des députés qui disaient mais non, mais c'est très bien, ça lave l'honneur de la famille, il faut le maintenir. Et on était là avec les députés modernistes en leur disant non, non, s'il vous plaît, non, non, il faut enlever ce texte, c'est horrible, etc. Et on a fini par obtenir que cette possibilité de mariage soit enlevée. Mais c'était vraiment, vraiment à la dernière minute. Vraiment à l'arrache. Et d'ailleurs, ça se voit dans la loi, parce que cet article 227 bis est très, très, très mal rédigé, parce que la ministre de la Femme, quand ils se sont tous mis d'accord pour qu'on enlève ça, elle a pris son projet de loi, son article 227, et il a été très vite réformé. Et c'est un des articles qui est le plus mal rédigé de la loi de 1900, numéro 58. Jusqu'au vote de la loi, et je ne vous dis pas le moment de bonheur quand cette loi a été adoptée. Parce que c'est une loi qu'on attendait, que réclamait la TLC depuis près de 20 ans.
Alors, pour revenir à la fac, avec d'autres collègues féministes, nous avons intégré, après la Constitution, après la promulgation de la loi, nous avons intégré des cours en master portant sur le genre et les droits de l'homme et un autre cours intitulé Les violences contre les femmes, deux cours que j'assure depuis, je crois qu'ils ont été créés depuis deux ou 3 ans. Et je crois que grâce au mouvement international MeToo, grâce à NAZ, qui est le pendant tunisien de MeToo, la parole s'est libérée et les femmes ne se taisent plus sur les violences qu'elles subissent. Et je pense que la fac elle-même y contribue à cette libération de la parole. Alors pour l'égalité dans l'héritage, nous avions agi de la même manière dans la société civile et notamment au sein de la TFD. Depuis les années 2000, la TFD l'avait mis dans son agenda politique et en 2016, je venais d'être élue présidente de la TFD et nous avions décidé à la TFD de faire de l'égalité dans l'héritage la deuxième de nos priorités après la loi sur les violences. J'étais intervenue dans les médias et donc l'égalité dans l'héritage a été reprise dans les médias et cette revendication d'égalité a eu immédiatement des échos auprès des politiques. Vous savez, en 2016, un député a pris l'initiative, Moaz Benradé a pris l'initiative, il a fait une proposition de loi pour l'égalité dans l'héritage. Cette proposition de loi dont il avait pris l'initiative a été signée par la suite par un certain nombre de députés. Elle a été donc déposée au Parlement et le Parlement nous avait alors entendus. Il a entendu la TFD, nous sommes allés à plusieurs militants de la TFD, il y avait Khadija Chelif, il y avait Salim Benrachour et moi-même, et nous avons discuté de la proposition de loi qui ne nous satisfaisait pas. C'était un soutien critique à la proposition de loi. Mais comme vous le savez, la proposition a fait long feu, probablement, à mon avis, probablement parce que le député qui en avait pris l'initiative, Moaz Benradé, était devenu ministre et je crois qu'il a voulu laisser la vedette au président de la République, à Béjira El-Sebsi. Béjira El-Sebsi qui a annoncé sa volonté de réformer l'héritage en conformité avec l'égalité constitutionnelle et les conventions internationales ratifiées, dont la CEDAW, dont des réserves particulières avaient été levées. Et en même temps qu'il annonce sa volonté de réformer l'héritage dans un sens égalitaire, il a créé la CONIP. La CONIP qui était composée d'universitaires également. Il y avait Steve Marnet, Salwa Hamoumi, il y avait un juge, Mel Grazoueni, mais qui a aussi enseigné avec nous à la fac. En 2018, suite à la remise du rapport de la CONIP, un projet de loi portant réforme de certaines dispositions du code du CSP fait de l'égalité de l'héritage le principe et l'égalité l'exception au choix du légataire. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Le Parlement était en fin de législature. Béjira El-Sebsi a perdu sa majorité au Parlement. Dans cette fin de législature, le projet de loi a été discuté une seule fois
Béjirah Essebsi est décédé en juillet 2019. Le nouveau Parlement a été élu fin 2019 avec une majorité conservatrice. Et il a été discuté de nouveau une fois au Parlement, élu en 2019. Y ont assisté pratiquement que Naba, et qui ont considéré que c'était un projet de loi qui était contraire à l'article 1er de la Constitution. Ensuite, vous le savez, comme le dit si bien Salsabi, le Parlement est devenu indigent et on n'a plus entendu parler de ce projet de loi. À la même période, je pense qu'avant les élections de 2019, une proposition de loi d'un code des libertés individuelles a été déposée par des députés, basée sur le rapport de la CONIB. Il a connu le même sort que le décret le projet de loi sur l'égalité dans l'héritage qui avait été déposé au Parlement fin 2018. Alors ceci dit, à l'université, le rapport de la CONIB vit toujours. Il est enseigné, je l'ai personnellement intégré dans mes 2 cours sur droit et genre, mais aussi sur les violences contre les femmes, puisque la loi numéro 58 fonde les violences sur les discriminations à l'égard des femmes, et donc je reprends dans mon cours un certain nombre de propositions faites par la CONIB, notamment les propositions de réforme du code du statut personnel, du code de la nationalité, parce que dans le code de la nationalité, il y a aussi beaucoup d'inégalités, mais aussi un certain nombre de propositions sur les libertés individuelles. Et je pense ne pas être la seule à le faire. Je pense que beaucoup d'enseignants se réfèrent toujours au rapport de la CONIB. Au sein de la société civile, je ne suis plus présidente de la DFD depuis 2018, mais je suis toujours militante au sein de la DFD. Alors en tant que juriste, j'aide à rédiger les rapports alternatifs au rapport officiel sur l'état d'avancement des droits de l'homme en conformité avec les conventions internationales ratifiées. Je participe également au plaidoyer pour la non-discrimination envers les femmes. Et le dernier que nous ayons fait, on l'a fait avec Elfou Bzim. On a fait une étude qui a été publiée par la Fédération internationale des droits de l'homme pour l'égalité dans l'héritage au Maghreb, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Pour conclure, est-ce qu'on peut s'attendre à des avancées notables de l'égalité dans les années à venir? Je suis, comme on dit, optimiste. Les juristes féministes à la fac, c'est vrai, elles sont de plus en plus nombreuses, mais on a aussi affaire à une forte opposition conservatrice. J'ai vu à la fac des enseignants et des enseignantes faire l'apologie de la polygamie, soutenir la nécessité de faire de la charia une source du droit, en particulier, bien sûr, du statut personnel. Au moment où j'ai fait mes études et lors de mes premières années d'enseignement, c'était impensable où, à tout le moins, il y aurait eu un large mouvement d'opposition à cet enseignement. Je sais qu'à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, et je parle sous ton contrôle, Kalfoum, nous avons été très vigilants sur cette question. Et je me souviens que le cours du statut personnel, on faisait très attention à qui on le donnait.
Et donc on s'est arrangé pour que ce soit un moderniste qui l'enseigne. Bon, pour l'instant, la personne qui m'enseigne dans notre fac est bien, mais il n'y a plus cette vigilance. Donc l'université aujourd'hui est divisée entre modernistes et conservateurs, notamment conservateurs religieux. Les uns et les autres laisseront leurs traces, à moins d'un sursaut et qu'on veille à ce que l'enseignement véhicule enfin les valeurs d'égalité et de liberté, conformément aux lois et aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, vraiment, merci beaucoup, parce que tu apportes plus qu'un écho à ce qu'a dit Madame Zio, et je pense que là, enfin, moi je réagis en tout cas je pense que là il y a tout un travail en tout cas de chronologisation des choses, etc. Je pense qu'il y a un chantier énorme de travail, et je pense qu'on reparlera de tout ça, mais moi je suis assez impressionnée aussi par, un peu comme je l'étais à la dernière séance, par tout ce capital, quoi. J'ai une sorte de capital à la fois de connaissances, mais de posture et de position qui, de toute façon, à mon avis, de toute façon, aboutira à quelque chose. Je ne dis pas ça par optimisme béat, mais c'est aussi les révolutions. Les révolutions aussi se font avec cette accumulation et tout ce travail d'arrière-fond qui est très précieux et qui, à mon avis, voilà, c'est de l'investissement. Voilà, je dirais ça comme ça pour parler politique, mais en voulant parler d'histoire, je pense que ça aussi, peut-être que c'est quand même un capital à la fois humain et scientifique et formidablement intéressant pour l'avenir. Alors, on va donner la parole à Salsabi, qui toi aussi, alors je sais que tu es plus constitutionnaliste que les deux. Alors, ça, je savais, l'élève, pas du tout. Mais je pense que c'est un peu fait exprès aussi. Hein. Oui. Je pense que c'est intéressant pour nous d'entendre un peu le droit avec ses différents lobes, parler un peu de tout ça. Et moi, je te suis très attentivement parce que tu es une excellente pédagogue du droit pour des gens comme moi, mais je sais que tu as aussi été vice-présidente de l'Association tunisienne de droit constitutionnel et puis de l'Association arabe de droit constitutionnel, et que tu es membre aussi de l'Association de recherche pour la démocratie et le développement. Et puis, est-ce que tu es encore secrétaire exécutif de l'Académie internationale de droit constitutionnel? Voilà, ça c'est toutes tes qualités, qualifications. Et en plus, je tiens au mot pédagogique qui est pour moi très noble, parce que et ça se voit un peu dans la production de tes deux guides que tu as produits, le Dalil de Shi'at de 2020, et puis دراسة مقارنة حول التحولات الدستورية في المنطقة العربية من المنظور الجندري, ce qui justifie complètement que tu sois à la place où tu es. Alors merci de réagir et puis de dire ce que tu veux. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Moi, je souhaite un plein et fort bon rétablissement à Haoula, qui n'est pas été aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être entre deux personnes qui me sont très chères, mon professeur, mon Zio, et ma grande amie Mourachine. Alors, les deux exposés poussent à l'humilité et sont eux-mêmes présentés de manière très modeste, et c'est là où on voit, je voudrais commencer par une question que je considère comme étant fondamentale et qui constitue la trame des deux témoignages que nous avons entendus là. Elle se rapporte à la fonction du droit dans la société. Alors, nous avons deux écoles. Nous avons ceux qui soutiennent que le droit, d'abord, c'est un ordre normatif, c'est-à-dire c'est un outil de régulation des comportements et des relations sociales. Alors, vous avez une école qui vous dit cet instrument de régulation doit refléter ce qui est de la société. Vous avez une autre école qui est plus intéressante et dont témoigne
les deux professeurs ici présents, qui voient dans le droit un outil de modelage de la société et surtout de réforme de la société. Le droit ne doit pas suivre, en tout cas le droit écrit, hein, parce que si on revient un petit peu en arrière, et si on aborde la coutume, le droit coutumier, là le droit coutumier est effectivement un droit qui évolue de manière extrêmement lente à la vitesse où évolue la société. Le droit positif, entendu comme étant un droit volontariste écrit, c'est une autre affaire et beaucoup le perçoivent comme étant un outil de changement, un outil qui sert à pousser en avant la société. Peut-être la Tunisie dans son histoire est la meilleure illustration de cette conception du droit. Alors, à partir de là, évidemment, pour revenir à l'objet de notre rencontre, se pose la question de rapport du juriste, de métier, du chercheur, à la posture féministe. Est-ce qu'il est vraiment possible de dissocier les deux? Alors évidemment, je trouve qu'il est extrêmement important aujourd'hui plus que jamais de permettre au féminisme d'investir le champ de la science. Je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi tout à l'heure, de sortir un petit peu de la posture exclusivement militante et de s'ouvrir au champ du savoir. Mais d'après les deux témoignages que nous avons tous écoutés ici, il me semble qu'il est très difficile de dissocier la posture du chercheur de la posture militante. C'est-à-dire que le chercheur, l'enseignant, s'il est évidemment, s'il adhère à la question féminine, va être aussi militant, même de manière inconsciente, dans son enseignement, mais pas seulement, c'est pas dans son enseignement. Alors, pour revenir à la question du rôle du droit, c'est très important. Un enseignant, un juriste enseignant, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il forme des juristes. Il forme des juristes qui, demain, vont être soit avec lui, dans le champ de l'enseignement, mais il forme aussi des personnes qui sont dans les cercles de décision, des personnes qui rédigent des textes juridiques. Et donc, évidemment, la formation que reçoivent ces personnes est fondamentale dans ce qu'ils vont devenir et dans ce qu'ils vont décider. Nous avons dans la classe politique, hier comme aujourd'hui, beaucoup de juristes, beaucoup de personnes qui ont dans leur parcours, qui sont passées dans leur parcours par les facultés de droit. Nous avons pas forcément dans la classe politique, mais aussi dans le back-office de la classe politique, parce que les ministres, les présidents, lorsqu'ils travaillent, ils travaillent avec le soutien d'experts, entre guillemets, c'est un mot, c'est un métier qui est aujourd'hui honni malheureusement, mais bon, ils sont là et ils font leur métier, et ce sont ces personnes qui préparent les textes, c'est-à-dire les projets de loi qui sont présentés au Parlement par le gouvernement, ou bien les propositions de loi qui sont préparées par les députés eux-mêmes, passent déjà par un cercle de personnes qui savent comment sont rédigées les lois. Donc en fait, la formation d'un juriste est extrêmement importante pour l'avenir d'une nation, parce que soit il se trouve dans le cercle de décision, soit il se trouve dans l'usine, n'est-ce pas, qui donne les éléments techniques, ou les outils techniques, pour construire, ou pour donner forme à une décision politique. Donc pour tout cela, il faut être très très attentif, et je vais revenir tout à l'heure au problème avec lequel Monia a fini son exposé, qui malheureusement aujourd'hui se pose de manière extrêmement préoccupante. Il faut être très attentif à la formation du juriste. Alors, pour revenir à la formation du juriste et pour revenir au mouvement féministe, le féminisme en Tunisie a cette particularité, et c'est une idée que j'ai développée il y a longtemps, en 1995 en Allemagne. C'était pour une conférence qu'on avait présentée, à laquelle on avait été invité avec Sarah Fatih Hamol d'ailleurs, à l'université de Bielefeld. La particularité du mouvement féministe tunisien, c'est qu'il a été nourri par des personnalités masculines. Madame Zine parlait tout à l'heure de Tahar Hadid, de Ahmed Doulahi, de Si Mohamed Shafi.
aussi, n'est-ce pas, qui m'a marqué. Ma première rencontre et mon premier questionnement à la situation de la femme, je l'ai eu lorsque j'étais en cours, c'était à ma première année de la licence en droit, avec Si Mohamed Chafi, lorsqu'il nous a parlé précisément du droit de succession. C'était l'introduction à l'étude du droit, c'était pas, mais il nous avait parlé de cela, il nous avait parlé des réformes précisément qui aujourd'hui sont oubliées, hein, et par lesquelles il faut tous les jours rappeler qu'en fait ce n'est pas un code ni sacré ni intangible, puisqu'on a déjà très tôt commencé à le modifier et à l'adapter. Donc nous avons déjà une première génération, qui est une première génération d'hommes. Par la suite, nous avons des femmes qui s'engagent dans le féminisme et qui ne sont pas toutes ni forcément, ou pas forcément des juristes. Donc ça, c'est la première idée qui m'est venue en réaction à ce que j'ai entendu. Donc cette question de rapport du droit à la société, du rôle de la fonction de la règle juridique, voilà, de l'ordre juridique. Alors la deuxième question qui me vient à l'esprit, toujours à la lumière de ce que j'ai écouté, c'est l'évolution précisément du féminisme. Le féminisme militant, mais en soubassement, si vous voulez, du féminisme savant, si je peux, je ne sais pas, c'est peut-être je ne sais pas, c'est une expression qui peut me surprendre, mais bon, je vais l'utiliser. Alors, le féminisme a longtemps, dans le champ du droit, été enclavé dans la sphère du droit privé, et particulièrement le droit de la famille. C'était le lieu par excellence où se posait, c'est la réalité, hein, où se posait la question du statut de la femme. Toujours dans le cadre de l'enseignement et de la formation du juriste, la question égalité homme-femme était une question qui était noyée dans une question beaucoup plus générale, qui est la question de l'égalité et de la non-discrimination. Donc, tout juriste, dès les premières années de son enseignement, rencontrait ce principe. C'est un principe fondamental du droit qui est le principe d'égalité. Mais on ne présentait jamais la question de l'égalité homme-femme comme étant une question autonome. On l'envisageait quasi exclusivement dans le droit privé et dans le droit de la famille. C'est ce qui a expliqué que, en fait, le statut de la femme n'a pas beaucoup évolué. Son évolution est restée ancrée dans le champ familial et d'ailleurs, paradoxalement, alors je ne sais pas si Mme Zim et Mme sont d'accord avec moi, ça a été en fait, paradoxalement, ça tiré en arrière, en fait, la question de la femme. Pourquoi? Parce que laisser, ou bien emprisonner la question féminine, la question de l'égalité dans le champ familial, c'est enfermer la femme dans son cercle donc le plus archaïque, c'est-à-dire en fait on envisage sa pleine dignité, sa pleine égalité que dans l'espace traditionnel que l'on présente comme étant l'espace naturel dans lequel elle doit se mouvoir. Alors de là vient un petit peu mon intérêt de constitutionnaliste à la question. Alors, du moment où il a fallu un jour sortir la femme du champ familial, même si alors, voyez, dans sa réforme, du statut personnel, voyez loin, n'est-ce pas, parce que c'est vrai, on a tendance à oublier un petit peu cela, mais immédiatement après l'adoption du code du statut personnel, on a adopté la première loi qui a accordé le droit de vote à la femme. C'était à l'occasion des premières élections municipales qui ont eu d'ailleurs lieu avant l'adoption de la Constitution. Le principe du droit de vote féminin a été reconnu par la loi avant que la Constitution de 1959 ne soit adoptée. Donc, alors, du moment que l'on... et là encore, je reviens à la question de la fonction du droit. Du moment que l'on réforme la place de la femme dans la famille, voyez,
en cela un premier pas vers la réforme de la place de la femme et de son statut dans la société, dans son entier. Mais ce prolongement est resté en sourdine, et il n'a éclaté au grand jour qu'après 2011. Le féminisme est resté un féminisme d'État très longtemps, jusqu'à 2011, et en 2011, la société civile s'est appropriée la question féminine. Pourquoi? Pour la raison à laquelle a fait référence Madame Messier tout à l'heure, c'est, plutôt c'était le mien, c'est le retour à un discours discriminatoire, à la régression donc, par rapport aux acquis de la femme, avec donc, la libération de la parole. Ça aussi c'est un autre paradoxe, avec la Révolution, nous avons la liberté d'expression qui arrive, mais c'est la liberté de toutes les expressions, la libération de l'expression, la libération de l'opinion ne permet pas aux seules opinions égalitaristes, progressistes d'arriver sur la scène publique. C'est toutes les paroles qui sont là, et qui sont, c'est ce qui était préoccupant aussi, qui sont aussi mises sur un pied d'égalité, c'est-à-dire la télévision. Elle invite tout le monde, ceux qui appellent aux zawaj al-urfi, ceux qui appellent à la polygamie, tout comme elle appelle, ou elle invite ceux qui donc, militent contre les violences féminines, ou elle contre toutes sortes de tout ce que vous voulez. Donc, ça a été vraiment un choc. Pourquoi? Parce qu'on a compris que c'est comme si il fallait tout refaire dès le départ, et c'est aussi important parce que ça appelle à la vigilance. C'est pour nous dire qu'en fait, il n'y a pas d'évolution linéaire. Toute cette capitalisation, cette sédimentation, elle est menacée à chaque instant d'une rupture. Hein, et elle est menacée de rupture, de régression dans une société ouverte, qui je m'appelle le Karl Popper, qu'on appelait Karl Popper, beaucoup plus que dans une société fermée, où la parole politique est réservée au chef. Lorsque nous sommes dans une démocratie, la démocratie c'est un régime extrêmement vulnérable parce qu'il donne la parole à tout le monde, hein, y compris aux ennemis de la démocratie. Donc, alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on a compris tous, d'ailleurs les publicistes tout comme les privatistes, qu'il fallait qu'il y ait un hameçonnage donc, de la question féminine pour l'apporter du droit privé, du droit de la famille, au droit public et particulièrement au droit constitutionnel. Qui, alors, en intégrant la question féminine dans la question constitutionnelle, on pouvait offrir probablement de meilleures garanties à la pérennisation de la question égalitaire, de la non-discrimination, de la lutte contre toutes les formes de violence, etc., etc. Et donc c'est à partir de là que le droit constitutionnel est arrivé et que la Constitution est arrivée, la Constitution de 2014 qui a été le fruit d'un processus douloureux, hein, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on lui jette la pierre, mais il ne faut pas oublier que la société civile, les féministes ont milité. Alors, Monia disait tout à l'heure, on a fait le pied de grue devant mouche pour si tu te souviens, mouche pour la loi sur la violence contre les femmes, mais même pour la Constitution. La TFD a été entendue, enfin, le jour des portes ouvertes, elle a proposé, donc, tu l'as vu toi-même, un projet. Donc il y a eu un travail très très important pour précisément ancrer la question égalitaire dans le texte fondamental qui doit donc par la suite donner lieu à un autre travail qui lui n'a pas été fait parce que la Constitution de 2014 alors, est venue pour consacrer le principe d'égalité et de non-discrimination. Avec la Constitution de 2014, mais aussi avec tout le mouvement qui s'est enclenché à partir de 2011, il y a autre chose qui est arrivé, aussi bien dans le travail du juriste, mais aussi dans le travail du chercheur et de l'enseignant, c'est la question de la langue du droit. Nous avons pour la première fois vu apparaître une féminisation
donc de la langue du droit pour couper l'herbe sous les pieds des interprètes qui utilisent donc le masculin lorsqu'ils le veulent bien comme étant non pas un générique qui couvrirait les deux sexes, c'est classique ça, on le voit tout le temps, donc ce n'est pas un générique, mais ça concerne uniquement les hommes, donc de là est apparu aussi, on a commencé à avoir des textes qui intègrent donc, le féminin dans le texte, hein, notamment lorsqu'on parle des postes de décision, des responsabilités politiques, des droits et libertés. On a bien vu dans l'article 21 de la Constitution de 2014 que les citoyens et citoyennes sont égaux en droit. On a abandonné donc la langue, n'est-ce pas, de la Constitution de 1959. Donc ça, c'est la première chose qui arrive. Déjà, dans la langue du droit, nous avons une évolution. Alors, la deuxième chose qui devait suivre, c'était la mise à niveau de tous les textes juridiques qui sont en dessous de la Constitution, donc notamment les lois, pour les mettre à niveau, donc c'est-à-dire réformer tous les textes qui sont contraires à la Constitution, c'est-à-dire qui ne consacrent pas l'égalité et la non-discrimination dans tous les champs. Hein. Et c'est là qu'intervient le travail de la CONIC, puisque c'est un travail de fourmi. Hein. Ils ont fait le scan de toutes les lois où il y avait dans tous les champs, hein, le droit de la famille, le droit électoral, le droit du travail, la nationalité, tous les textes dans lesquels il y avait une discrimination, où il y avait une rupture de l'égalité, ils ont été revus et des propositions de textes ont été alors évidemment, ce travail-là n'a pas été fait, hein, la réforme des textes de loi n'a pas été faite parce que, en fait, il n'y a pas eu, on sait très bien comment s'est passée la première législature et la deuxième législature, donc il y a eu une très grande résistance de la part des majorités, soit celle de 14-19, soit celle de 19-21, une très grande résistance qui explique quoi? Qui explique qu'en fait, la majorité qui avait dominé l'ANC, qui était une majorité conservatrice, puisque c'était Marthe qui avait le plus grand nombre de sièges, je reviens au processus d'élaboration de la Constitution qui a été fait à l'arraché. Après, c'est la société civile qui a contribué de manière extrêmement, pour un pan très important du texte à l'écrire. Et en fait, l'ARBA a voté le texte, après évidemment une crise sans précédent, à la peine de revenir là-dessus, sans être convaincu. Donc c'était un petit peu, voilà, on va voter le texte, on verra bien ce qu'on va faire. Eh bien, ils ont tout fait pour mettre en échec ce qui avait été fait dans la Constitution. Alors ça, c'est pour dire à quel point il est important d'être attentif donc, à qui il y a derrière le politique qui élabore les Alors, qui il y a derrière le politique qui élabore les règles, mais très important aussi, et là on revient à la formation et à l'enseignant, au chercheur, on va faire des lois, on a fait la Constitution, on va faire des lois, mais ces lois doivent être appliquées, et qui les applique, c'est le juge. Donc la formation du juge, elle aussi, est extrêmement importante dans le succès que va avoir le mouvement féministe, que ce soit dans le champ militant ou bien dans le champ savant. La formation du juge est une formation déterminante, parce que, Monia a parlé tout à l'heure de Mel Grasmeni, qui a été membre de la CONIP et qui est un juge dont on voudrait qu'il soit le modèle de tous les autres, parce que on sait très bien quelles sont les idées qu'il porte, mais surtout la technicité, la haute technicité dont on dispose. Oui, on voudrait bien qu'il soit polonais. Donc, mais tous les juges ne sont pas du même profil que Mel Grasmeni. Il est très intéressant, et c'est pour cela, là encore une fois, que le champ savant est très important. Il est très intéressant de faire, c'est ce qu'on fait faire à nos étudiants d'ailleurs, des commentaires
d'arrêt, parce que dans le commentaire d'arrêt, on analyse, on dissèque. L'élément le plus important dans l'arrêt, c'est la motivation, et c'est la motivation qui est porteuse de l'interprétation, comment les textes sont interprétés. Donc, le juge interprète le texte pour pouvoir l'appliquer au cas d'espèce, et l'interprétation, là aussi, tous les juristes le savent, l'interprétation, c'est la création en fait. C'est celui qui interprète, qui en dernière analyse fait la norme. C'est lui qui donne un texte dans l'abstraction ne veut strictement rien dire, vraiment strictement rien dire. C'est celui qui l'applique et qui va dire, on peut très bien ne pas être d'accord avec lui. Nous avons vécu ces derniers mois dans cette atmosphère-là. On peut très bien trouver cette interprétation absurde, on peut très bien la trouver tirée par les cheveux, on peut trouver tout ce que vous voudrez. Il n'empêche que c'est lui le juge. C'est lui le juge, c'est lui qui interprète, et il va motiver, il va vous dire que, en fait, c'est l'article 1er de la Constitution qui impose cette lecture de ce texte national qui concerne la succession, l'impossibilité pour un musulman ou une musulmane de succéder à un non-musulman, non-musulman. Comme ça, un tikoff qui peut-être pas même dans l'article 88, je crois, du législatif personnel, mais comment on va l'interpréter? On va l'interpréter à la lumière de l'article 1er. L'article 1er de la Constitution de 2014 n'a rien à voir avec l'article 1er de la Constitution de 59, même si le texte est le même, parce que dans la Constitution de 2014, on a un article 2, l'article 2. Voilà. Oui, ne concerne pas le cas d'espèce, pour moi c'est l'article 1er. Et c'est ce qui explique aussi cette résistance farouche à l'adoption du texte relatif à l'égalité successorale, que ce soit dans sa version Nadi Ben Rabia ou dans sa version Colli. Pourquoi? Parce que c'est quasiment, Mme Zib a dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de dispositions qui étaient inspirées du droit musulman. En fait, les autres dispositions sont d'application rare, n'est-ce pas? La question de la succession, c'est la question qui est la plus usitée, qui est la plus fréquemment invitée dans les conflits. Donc, cette opposition acharnée à l'âge, parce que la question de l'égalité successorale, elle va couper le cordon ombilical entre le droit musulman et le droit positif. Dès qu'on va abandonner la question de l'égalité, si on va adopter la question de l'égalité successorale, le dernier fil qui tient le droit musulman au droit positif, au réveil, il produit, à mon avis, une très grande angoisse, alors qu'il ne s'agit pas uniquement des députés, il s'agit aujourd'hui du président de la République. Il ne faut pas oublier sa déclaration expresse par rapport sur la question. Il a dit Fama Nasqaqi, un texte donc clair qui ne donne lieu qui ne porte aucune ambiguïté, donc circuler, il n'y a rien à voir. C'est pour dire que en fait, la question de l'interprétation est une question fondamentale en droit. Et c'est pour cela que la question savante du féminisme est extrêmement importante, parce que c'est elle qui détermine demain la réalité du droit. Ce n'est pas le législateur, même si c'est important, n'est-ce pas, que les cercles d'écriture de la loi soient nourris, n'est-ce pas, par cette sensibilité féminine, mais le plus important, c'est le maillon déterminant, c'est celui qui va appliquer, donc c'est celui qui va transposer le texte de sa sphère abstraite à la réalité quotidienne, dans notre chair, dans notre vie quotidienne. C'est le juge. Et donc les juges sont formés dans les facultés de droit, ils ne sont pas formés ailleurs. Il est très, très important de connecter le champ militant au champ savant, parce que c'est le champ militant qui va permettre de donner cet appui, n'est-ce pas, au champ savant dans la formation qu'il donne, dans les enseignements qu'il donne. Alors, autre question aussi qui est importante,
dans le rapport entre le champ militant et le champ savant, l'université et le militantisme, c'est la démographie, c'est la population, la nature de la population. Alors, nous avons remarqué, l'école des enseignants, je pense que ça n'a pas, ça ne concerne pas que le droit, ça concerne probablement toutes les sciences humaines et sociales, une féminisation extrême, hein, en tout cas une féminisation extrême de la population des étudiants, des apprenants. Les apprenants, oui, absolument. Alors, aussi, conséquemment, même la population enseignante s'est extrêmement féminisée. La salle des profs dans notre fac, vous avez 20 femmes et un monsieur. Alors, cette approche démographique ne doit pas s'arrêter aux chiffres. Et là, je reviens à ce qu'a dit Monia tout à l'heure. On doit aussi questionner à quelle population exactement on a affaire. Donc, la féminisation n'implique pas nécessairement donc, un militantisme savant. Pas du tout. Nous ne sommes pas du tout dans une université, dans le champ du droit, je parle du champ du droit, c'est sur lequel j'ai une petite idée, nous ne sommes pas du tout, et même ça s'est dégradé, nous ne sommes pas du tout dans un champ où la question féminine est très présente. Alors, Monia a parlé tout à l'heure du droit de la famille, nous avons aussi le même souci, même en droit public, en droit constitutionnel, quand j'enseigne la Constitution, quand je fais moi aussi quand j'enseigne, je fais une interprétation du texte pour expliquer aux étudiants, eh bien ce n'est pas toujours évident de le faire avec mes collègues dans l'équipe de droit constitutionnel et donc de attirer l'attention sur l'importance de sensibiliser à la question égalitaire, attirer l'attention sur l'évolution du langage, attirer l'attention sur l'irruption de nouveaux concepts dans le texte constitutionnel. Ce n'est pas du tout évident, non seulement avec les étudiants et les étudiantes majoritaires, mais aussi avec les collègues. Lorsqu'on parle, il nous arrive de parler dans le cours de la question de l'égalité successorale que nous évoquons sur la base précisément du principe constitutionnel d'égalité, il y a des remous dans l'amphithéâtre, il y a des réactions, il y a des étudiants et des étudiantes qui vous disent mais pourquoi vous présentez cela comme étant quelque chose comme allant de soi, ça ne va pas du tout de soi, ça ne marche pas, on ne peut pas, nous sommes dans une société donc musulmane, nous ne pouvons pas lire le texte de cette façon. La même chose pour les libertés individuelles, ça revient de manière récurrente, alors pas uniquement avec les étudiants de première année, parce que ce sont les étudiants le droit constitutionnel est enseigné en première année, mais également avec les étudiants de master, parce que j'assure aussi un cours dans le master droits humains et dans le master des mots, là aussi avec des étudiants qui sont mûrs, qui sont plus mûrs que les premiers, nous avons aussi la même résistance, n'est-ce pas? Et c'est assez préoccupant et ça pousse à se demander qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie. Et alors, je vais finir par une tentative de réponse à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Alors, il s'est passé que, encore une fois, c'est peut-être paradoxal, mais en fait, c'est la libération de la parole qui a permis de voir un petit peu qu'est-ce qui, en fond, n'est-ce pas, en lame de fond, qu'est-ce qui domine les mentalités. Donc, il y a eu... après la première génération et la deuxième génération d'étudiants, nous avons eu, donc il s'est passé quelque chose, il y a eu une modification des programmes d'enseignement, il y a eu également l'arrivée de nouveaux canaux, pas de connaissances, mais d'informations, qui sont les télévisions satellitaires. La dictature n'a pas aidé, n'est-ce pas? Donc nous avons une génération qui
pour laquelle la question féminine est une question, c'est un empêcheur de tourner en rond, ça vient casser beaucoup de choses. Et donc, c'est pour cela que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il est extrêmement important de connecter ou bien de reconnecter, je ne sais pas si il y a quelque chose qui s'est brisé, mais en tout cas de connecter le champ militant avec le champ savant pour pouvoir, n'est-ce pas, faire de la question féminine pas uniquement une question militante, mais une question qui est aussi adossée, qui est adobée par un savoir, par des concepts, par une structure mentale, afin de la pérenniser, de lui donner un appui en dehors du champ, militant, qui est un champ volontaire, hein, c'est du volontariat, c'est pas quelque chose qui... c'est un petit peu une population à part. Non, non, il faut vraiment reconnecter tout cela pour appuyer ces mouvements et pour faire, encore une fois, du féminisme une question savante et pas uniquement une idéologie. Non, ce n'est pas une idéologie, ça repose sur un savoir, ça repose donc sur des concepts, c'est fondé sur une méthodologie aussi. Donc voilà les observations que m'ont suscité les deux interventions avec laquelle je comprends. Merci beaucoup, Cécile, merci à vous trois. Vraiment, c'était extraordinaire. Je passe la parole à la salle tout de suite. Oui, Fabrice. Alors, merci beaucoup d'abord pour cette très riche rencontre. Alors, moi, je voulais